Bonjour. Oui. Pouvez-vous nous présenter le pôle urbain de Diamniadio et où en est-on aujourd'hui, plus de 2 ans après son lancement? Bon, le pôle urbain de Diamniadio est une ville nouvelle qui est créée par le président de la République dans la région de Dakar, à 30 km de Dakar, sur un territoire de 1644 hectares. Oui. Pourquoi cette ville? Parce que nous nous sommes rendus compte, à un moment donné, que Dakar est engorgé. Oui. Beaucoup d'activités. La ville de Dakar concentre la plupart des activités industrielles, commerciales du Sénégal. Et c'est dans Dakar aussi où se trouvent tous les pôles administratifs au niveau national. C'est là où se trouve aussi la grande université du Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop. Nous nous sommes rendus compte que cette situation était devenue tellement difficile qu'il fallait trouver les moyens de désengorger donc la ville de Dakar. Il s'y ajoute aussi que Dakar est confronté, c'est un territoire où le problème du logement se pose avec le plus d'acuité. Pour résoudre à la fois l'ensemble de ces problèmes dans une démarche cohérente, les pouvoirs publics ont estimé qu'il fallait créer une ville nouvelle pour pouvoir donc recevoir un ensemble d'activités, un pôle administratif, un pôle commercial, un pôle aussi universitaire, le tout dans une grande cohérence, dans une cohérence d'ensemble. Après 2 ans d'activité, si nous devions vous faire un bilan, aujourd'hui, toute la planification, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la planification de la ville est achevé. Ou bien on peut dire que la planification des villes, de la ville aujourd'hui, pour l'essentiel, nous avons donc arrêté les options d'aménagement. Parce que, et sur ces options d'aménagement, le parti d'aménagement est conçu pour recevoir une unité urbaine où l'essentiel sera axé sur l'événementiel. Donc il s'agira de construire de grandes infrastructures pour recevoir de grandes conférences au niveau africain, au niveau international, et recevoir aussi de grands événements, des expositions au niveau à l'échelle internationale. Et ces activités ont été organisées dans l'arrondissement 1, que nous avons dénommé le cluster de l'événementiel. Nous avons aussi pensé que Diamniadio peut abriter un ensemble d'infrastructures qui vont nous permettre de pousser la recherche et l'innovation. C'est dans ce cadre-là que Diamniadio va abriter une université qui pourrait recevoir 30 000 étudiants, et organisée autour de 14 filières orientées vers les sciences et la technologie. Une cité du savoir qui va concentrer en son sein un ensemble de centres de recherche tournés vers l'innovation, un parc numérique et technologique aussi. L'idée ici pour le parc numérique, c'est de voir comment aussi, à partir de cette infrastructure, développer l'économie numérique au Sénégal. Nous avons aussi estimé que Diamniadio
à partir de sa position, étant à la croisée des chemins, pouvait abriter un centre logistique et un ensemble d'industries manufacturières tournées vers l'exportation. C'est pourquoi le cluster, l'arrondissement 3, a été dédié à cette fonction. Industrie manufacturière, commerce du gros et logistique. Mais toutes ces activités ne peuvent pas se faire sans un grand centre d'affaires qui pourrait abriter des banques, des assurances, qui pourrait aussi abriter des bureaux orientés vers l'expertise dans le domaine technique, mais aussi dans le domaine de la finance. D'accord. Voilà pourquoi aussi il a été prévu une fonction financière et juridique dans Diamniadio. D'accord. Et les fonctions financières et juridiques sont concentrées dans le 4e arrondissement. D'accord. Aujourd'hui, la phase d'émergence qui est programmée entre 2014 et 2019 est assez avancée. D'accord. La plupart des équipements structurants du pôle, les travaux de ces équipements ont déjà démarré. D'accord. Et pouvons-nous avoir une idée de l'investissement global et des investissements réalisés jusqu'à-là? Sur le volume des financements. Bon, là, il faut peut-être vous parler du modèle. Du modèle financier que nous avons mis en place. Bon, nous sommes partis du fait que beaucoup de villes nouvelles ont été réalisées sur des ressources publiques en général, pour l'essentiel. Mais nous avons aussi fait le constat que toutes les villes qui ont été réalisées à partir de ressources publiques, pour lesquelles aussi l'acteur principal est seulement l'État, n'ont pas répondu aux espoirs qui étaient placés en elles. Beaucoup de ces villes, aujourd'hui, ont été construites, mais à l'expérience, on sent que ces villes ne sont pas habitées, occupées. Pourquoi? Parce que simplement, ces villes-là ont été réalisées à partir d'une volonté de l'État, mais dans une dynamique qui n'a pas associé étroitement les acteurs privés. Nous avons essayé de corriger, de corriger cette orientation pour ce qui concerne Diamniadio. Ce qui fait que pour Diamniadio, si l'État est l'acteur principal, le levier, l'aménageur principal, le régulateur, il associe étroitement dans la réalisation de la ville le secteur privé. Dans une formule où l'État prend en charge 20% des investissements, l'État et les acteurs publics, et les 80% étant dévolus au secteur privé. D'accord. Ce qui fait que, en termes d'investissement, on ne peut raisonner que aujourd'hui, on peut vous donner quelques informations sur les investissements à réaliser par l'État. Sur à peu près, disons que à peu près 600 milliards d'investissements seront dévolus à l'État et aux acteurs publics. D'accord. Donc là, l'État prend en charge les 20%, ça veut dire que c'est les infrastructures de base. L'État prend en charge l'aménagement et l'équipement des terrains. D'accord. Voilà. Toute la planification spatiale, l'élaboration de plans, l'élaboration des études urbaines, c'est-à-dire leur conduite, les investissements pour équiper les terrains en voirie et autres infrastructures, alimentation en eau, assainissement, évacuation des eaux pluviales, télécommunications,
Oui. L'État aussi prend en charge la réalisation des grands équipements structurants. Parce que chaque arrondissement du pôle est structuré autour Oui. de quartiers, mais aussi autour d'équipements structurants. Par exemple, le premier arrondissement est structuré par le Centre international de conférences. Oui. Le deuxième arrondissement par l'université, Amadou Mokhtar Mbow. Le troisième arrondissement par le marché international, la gare des gros porteurs et le parc industriel. Oui. Le quatrième arrondissement par l'Arena et le centre des affaires. Ces équipements sont réalisés à partir de financement public. L'idée, c'est de réaliser par l'État toutes les infrastructures qui vont structurer le pôle et laisser au privé la prise en charge des équipements marchands. Ouais. C'est-à-dire les logements, les équipements commerciaux et toutes les grandes infrastructures marchandes qui peuvent être rentabilisées facilement par le secteur privé. D'accord. D'accord. Alors, quel est aujourd'hui le rôle de la DGPU et quelle est sa démarcation avec la SOGIP nouvellement créée? Bon, la DGPU est une délégation générale qui est chargée de l'aménagement et de la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. À ce titre, elle est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement et du président de la République dans ces pôles. Elle est aussi chargée de mener toutes les études sur l'aménagement. L'aménagement est ici pouvant être décomposé par toutes les actions qui portent sur la planification spatiale, l'action foncière, les travaux d'aménagement et d'équipement en infrastructure. La DGPU aussi est chargée de planifier et de programmer la réalisation des grands équipements structurants. Nous sommes aussi chargés de la régulation de la ville. Nous sommes chargés de la régulation de la ville. Nous sommes aussi chargés, en collaboration avec les structures publiques, de recevoir les projets d'investissement, de les analyser et de les évaluer pour voir si ces investissements peuvent être implantés dans le pôle. D'accord. Voilà. Donc, en quelque sorte, vous êtes une autorité spéciale, une sorte de guichet unique. Voilà, nous sommes un guichet unique parce que nous sommes aussi chargés de mettre à la disposition de tous les investisseurs le foncier qui leur permet pour recevoir leur projet, les assiettes foncières qui doivent recevoir les investissements. Et ça, l'attribution, l'analyse préalable des dossiers de demande de terrain sont réalisés, c'est-à-dire sont du ressort de la DGPU, en guichet unique. D'accord. Et d'où provient les ressources de la DGPU? Les ressources de la DGPU proviennent essentiellement de la subvention de l'État, des subventions de l'État et de ses ressources propres. Nos ressources propres, ce sont les redevances que nous tirons des baux et également nous percevons une participation financière à la réalisation de la voirie et des réseaux divers. Et aussi des ressources qui pourraient provenir des partenariats avec certains partenaires au développement. D'accord. Donc, monsieur le directeur, d'une manière générale, quelle est l'articulation d'une telle cité avec le plan Sénégal émergent? En vérité, ce que nous sommes en train de faire découle du plan Sénégal émergent dans sa dimension transformation structurelle de l'économie. Nous avons constaté que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, les villes se sont développées au Sénégal, beaucoup plus dans une logique d'abriter
des logements que d'activités créatrices de richesse et d'emploi. Oui. Nous sommes en train à travers le pôle urbain de Diamniadio et le pôle urbain du Lac Rose, de voir comment inverser la démarche en mettant en avant dans le développement des villes et dans la création des villes nouvelles la fonction travail. Oui. Mais dans la mise en œuvre d'une telle politique, nous partons de l'idée aussi que tout ce qui va être réalisé dans la ville doit se faire dans une logique où les produits peuvent être versés dans l'économie. D'accord. C'est pour cela que nous avons pensé que pour tout ce qui va se faire, les assiettes foncières doivent être préalablement titrées, aménagées et équipées. Oui. D'accord. Parce que nous partons du fait que l'immobilier, qui est souvent resté, qui a été, beaucoup de logements ont été produits à un moment donné, Oui. mais souvent ces logements-là ne sont pas assis sur des titres. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment, au niveau de Diamniadio, faire de telle sorte que toutes les assiettes foncières abritant des logements ou des activités seront titrées au préalable. Nous sommes aussi en train de donner à la ville un caractère multifonctionnel. Voilà pourquoi nous avons pensé que à Diamniadio, l'événementiel, le tourisme, le commercial, la fonction commerciale, la fonction universitaire, la fonction aussi financière, bien sûr à côté de la fonction administrative, doivent pouvoir cohabiter harmonieusement dans une logique où il est question de produire sur un territoire une économie urbaine avec toutes les fonctionnalités qui lui permettent de s'épanouir. D'accord. Et quel est votre modèle de ville de par le monde? Nous n'avons pas de modèle. Nous sommes en train d'inventer un modèle. D'accord. Mais c'est la ville qui est fondée dans sa création et dans son développement sur les principes de mixité fonctionnelle, où la fonction travail est articulée harmonieusement avec la fonction logement. Sur aussi les principes de la mixité sociale, où dans la fonction logement, on donne la possibilité aux populations de bénéficier dans la ville de logements sociaux à côté des logements de haut standing. D'accord. Alors, quelles sont les incitations offertes aux investisseurs nationaux et étrangers? Pouvez-vous nous donner un aperçu de la part d'investissement des opérateurs privés sénégalais, africains et internationaux? Oui, les facilités qui leur sont offertes sont regroupées Dans un premier temps, nous avons les facilités foncières. D'accord. À tous les investisseurs, nous donnons le terrain à des conditions très avantageuses. Le bail amphithéotique, la redevance du bail amphithéotique est modique, 270 francs le mètre carré par an. Une fois que l'investisseur aura réalisé son investissement, pour nous répéter, il peut racheter le terrain aussi à un prix modique, seulement 6 000 francs le mètre carré. C'est le plan foncier. Dans des conditions, et la participation financière à la voirie et au réseau qui lui est demandée n'excède pas 10 000 francs. D'accord. Pour les gros investisseurs qui, la participation financière à la voirie et au réseau n'est que de 2 900 francs par mètre carré. D'accord, là c'est le plan foncier. Voilà, c'est sur le plan foncier. Sur le plan fiscal,
nous avons prévu d'ériger certaines activités en zone économique spéciale. C'est le cas de l'activité manufacturière, industrielle manufacturière. Un parc industriel vient d'être réalisé. Ce parc sera érigé en zone économique spéciale. Donc, cette zone va bénéficier d'un régime fiscal de faveur. C'est le régime qui est souvent dédié aux ZES, zone économique spéciale. D'accord. Donc là, il y a deux avantages. Le PNT aussi, le parc numérique technologique, sera aussi érigé en zone économique spéciale. D'accord. Ce sont des zones où l'essentiel des produits doivent être destinés à l'exportation. D'accord. En contrepartie, la zone tous les produits ne seront taxés qu'à hauteur de 2%. D'accord. Donc c'est une taxation symbolique. Une zone franche d'exportation. C'est une zone franche d'exportation. Effectivement. Donc, le logement social maintenant. Oui, effectivement. Les promoteurs qui doivent réaliser, développeurs qui doivent réaliser des logements, peuvent bénéficier de facilités fiscales si au moins 40% de leur production des logements produits sont des logements sociaux, c'est-à-dire des logements dont le prix de cession ne dépasse pas 20 millions de francs CFA. Ces logements sont exonérés de la TVA. Le droit d'enregistrement à l'achat du terrain n'est que de moitié, c'est-à-dire de 2,5%. Le droit commun étant de 5 à 5%. Les matériaux qui entrent dans la production de ces logements sont exonérés des droits de douane. Et la firme qui réalise ces logements aussi ne paye que pour la part de bénéfices imputables à ces logements que la moitié de l'impôt sur les sociétés, soit 15%. D'accord. Donc là, c'est toute une batterie de mesures incitatives. On se dirige vers la fin de cet entretien. Il reste juste 3 petites questions. Cette question qui suit, c'est juste pour étayer. Pouvez-vous nous citer un peu quelques investisseurs étrangers emblématiques qui ont pris part dans ce projet de Diamniadio? Investisseurs étrangers. Voilà. Nous avons par exemple grande envergure, effectivement. DEN. DEN, c'est une firme turque qui aujourd'hui réalise dans le pôle le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs. D'accord. L'entreprise turque Souma intervient ici plutôt comme une entreprise. D'accord. Vous avez à la fois des émergents et des entreprises issues du vieux continent, par exemple, de l'Europe. Oui, nous avons des entreprises issues du vieux continent. Nous avons par exemple une entreprise portugaise qui intervient dans le montage de véhicules. D'accord. Je pourrais vous donner aussi les brochures voilà. Nous avons dans le domaine des travaux une entreprise allemande, Tauber, qui intervient dans la réalisation de la voirie et des réseaux, mais en groupement avec une entreprise sénégalaise qui en est le chef de file. D'accord. Nous avons une entreprise chinoise qui intervient dans la réalisation d'une sphère ministérielle, mais en groupement avec une entreprise sénégalo-malienne, Envol Immobilier, qui en est aussi le chef de file, l'entreprise sénégalo-malienne. D'accord. Donc le secteur privé local est bien représenté. Voilà, nous avons de grosses aussi firmes sénégalaises qui interviennent dans le domaine du logement. D'accord. Gétran Immobilier
qui doit réaliser 3800 logements. Nous avons une entreprise Telium, qui est aussi une entreprise sénégalaise. Tout à fait. Oui. Nous avons Al Mahdi, qui est une entreprise sénégalaise. Oui. Plasma, qui est une entreprise sénégalaise. Voilà. Mais nous avons une entreprise saoudienne qui va intervenir, Omranium, Oui. et une entreprise indienne qui est déjà sur place D'accord. et qui intervient dans le domaine du logement. D'accord. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Oui. 70% des terrains Oui. ont été attribués à des entreprises sénégalaises, D'accord. à des firmes sénégalaises. D'accord. Un bel exemple de mixité aussi entre investisseurs de différents horizons. Ouais, ouais. Donc, en fait, la dernière question porte sur la proportion de l'immobilier et des sociétés immobilières dans le projet global. J'allais demander, est-ce que cela n'est pas un risque pour que Diamniadio ne se transforme en une entreprise de spéculation immobilière, mais vous avez répondu en partie. Voilà. Oui. Donc, est-ce que là, la part de l'immobilier est prépondérante dans le projet Diamniadio? Non, c'est la part de la fonction de travail. D'accord. L'immobilier qui doit recevoir une activité de transformation. D'accord. Voilà. Mais aussi l'immobilier qui doit recevoir des bureaux. Des bureaux pour l'État, les administrations publiques, mais aussi pour le secteur privé. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'on a une garantie contre la spéculation immobilière, que des gens prennent des terres et puis qu'il y ait des spéculations sur... Donc c'est impossible. C'est-à-dire nous avons mis en place une procédure où au départ, le demandeur de terrain Oui. ne bénéficie pas tout de suite Voilà. d'un bail emphytéotique. D'accord. Le demandeur présente un projet Oui. où il lui est demandé de mettre l'accent sur son concept, Oui. son programme des aménagements et des constructions, Oui. ses sources de financement et ses références techniques. Oui. Si le projet est accepté, nous lui délivrons un accord préalable. D'accord. Cet accord préalable est une mesure préparatoire à l'octroi du bail emphytéotique. D'accord. Et dans la lettre qui lui transmet l'accord préalable, il est demandé au promoteur Oui. d'approfondir les études de son projet. D'accord. Bon, en nous fournissant une étude de préfaisabilité, Oui. une étude d'impact environnemental Oui. et également ses études urbaines, D'accord. études topographiques, études géotechniques. D'accord. C'est une fois que ces études sont acceptées par la DGPU que nous lui délivrons un bail. D'accord. Et il lui est fixé aussi un délai de réalisation de son projet. D'accord. Voilà. Parce que le bail emphytéotique est assorti d'un cahier de charges. D'accord. Donc un délai lui est fixé. C'est une fois qu'il a terminé de réaliser que le bail emphytéotique peut être transformé en un titre foncier à son nom. D'accord. Mais l'intérêt ici, c'est que le bail emphytéotique est un droit réel susceptible d'être hypothéqué. Le promoteur peut l'utiliser comme un capital vif pour garantir ses financements. Voilà, les financements qui sont demandés auprès des établissements financiers. Tout à fait. Ça, les banquiers sont très sensibles à cet argument. Voilà. En tout cas, merci. Merci pour votre disponibilité. Donc, nous vous renverrons et le film et l'entretien écrit pour validation. D'accord. Voilà, et bonne chance pour le reste. Merci. Merci beaucoup. Merci.